Bonjour, bienvenue à cette web colloque qu'on va voir ce matin ici à l'Université de La Réunion. J'ai le grand plaisir de présenter une conférence sur l'interaction sociale chez les enfants avec autisme et on va se focaliser sur le contact visuel. Comme vous comprenez bien, je ne viens pas de la France, donc le français, ce n'est pas ma langue, ma première langue, donc veuillez m'excuser pour les fautes de langue. Donc, je m'appelle Dag Strömberg, je suis orthophoniste, analyste du comportement, et je viens de la Suède. Plus précisément, j'habite dans la capitale, Stockholm. Et j'ai travaillé comme orthophoniste et analyste de comportement depuis une vingtaine d'années. D'abord, j'étais dans un centre de rééducation pour les enfants avec autisme à Stockholm, un centre public et financé par les impôts, où on a offert des interventions aux parents et aux familles des enfants avec autisme jusqu'à l'âge de 6 ans. C'était un centre pluridisciplinaire avec des différentes professions, les orthophonistes, les psychologues, les éducateurs spécialisés. Et on a fait des interventions diverses pour améliorer la vie pour les enfants et leurs familles. Et mon rôle, c'était d'être le superviseur clinique. Donc, j'ai formé et supervisé les collègues là-bas. Et en parallèle, j'ai travaillé en libéral, j'ai fait des supervisions et des formations à l'international, surtout en France. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec les associations françaises depuis 2009. Et j'ai eu le contact avec l'association Belle Avenir ici depuis 2013. Et maintenant, on a une collaboration avec la supervision régulière par Internet. Et puis, je viens ici une fois par an. Et depuis le mois d'août, je suis employé par l'Université de Stockholm, où j'ai commencé un doctorat en éducation spécialisée, focalisé sur l'analyse du comportement et sur le comportement, l'interaction sociale chez les enfants avec autisme. Et à l'université, je suis aussi coordinateur pour les formations d'analyse du comportement en département de psychologie. Donc, on va parler des enfants avec autisme. Donc, l'autisme, c'est quoi? Selon le manuel DSM-5, pour avoir le diagnostic d'autisme, il faut que l'enfant ait des symptômes qui sont dans 2 différents groupes de symptômes comportementaux. Et d'abord, il s'agit des déficits de la communication sociale et des interactions sociales. Et puis, l'autre groupe de symptômes, là, il s'agit de patterns de comportement et d'intérêts et d'activités qui sont restreints et répétitifs. Donc, il faut avoir des symptômes qui viennent dans des deux groupes là. Et les symptômes, il faut que les symptômes entraînent des limitations cliniquement significatives. Et aussi que les symptômes doivent être présents depuis la petite enfance. Et aussi que ces difficultés-là qui ne sont pas expliquées par une déficience intellectuelle. Donc, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est les déficits des interactions sociales. Ces symptômes-là
peut être divisé à son tour en 3 groupes. C'est la réciprocité sociale, la communication non verbale et la capacité de développer, maintenir et comprendre des relations avec les autres. Donc, pour la communication non verbale, l'un des symptômes courants, c'est des anomalies du contact visuel. Alors, pour le contact visuel et les personnes avec autisme, on voit, par exemple, que les enfants avec autisme ont une préférence aux stimuli non sociaux comparés aux stimuli sociaux. Il y a des études où on a mesuré le regard des enfants, s'ils ont le choix de regarder un objet géométrique, un carré ou des ronds ou des choses comme ça, ou un visage d'une personne. On a vu une tendance à préférer les objets non sociaux. La recherche a aussi montré que la fréquence de regarder les yeux des autres souvent paraît normale dans la petite enfance, mais entre l'âge entre 2 et 6 mois d'âge, ça commence à décliner. Donc, c'est pas toujours évident au début, mais très tôt dans le développement quand même. Il y a aussi des études qui montrent que pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains individus avec autisme, le contact visuel avec les autres peut être aperçu comme aversif, donc quelque chose qu'on essaie d'éviter parce qu'on ne l'aime pas. Donc peut-être pour certains enfants ou personnes avec autisme, on a appris d'éviter le contact oculaire parce qu'on le trouve pas plaisant. Et pour les autres, c'est juste qu'on n'a pas encore appris comment le faire. On n'a pas appris les avantages avec le contact visuel. La recherche montre aussi une corrélation entre l'évitement de contact oculaire et la gravité de la déficience sociale. Donc, pour les enfants qui évitent le contact oculaire le plus, on voit aussi des déficits sociaux un peu plus graves, selon cette étude. Donc, c'est un problème, mais les bonnes nouvelles, c'est qu'on peut le changer, on peut l'améliorer si on trouve des bonnes méthodes. Donc, si on l'améliore, c'est un changement de comportement qui peut être très important. Et ça peut donner accès à de nouveaux contextes d'apprentissage et de nouvelles sources de plaisir pour l'enfant avec l'autisme. Si on obtient la capacité de regarder les yeux des autres, ça donne beaucoup d'informations, on peut plus facilement participer à différentes situations. Cela dit, il faut aussi peut-être dire que le contact visuel entre les enfants et les adultes, c'est quelque chose qui est... La valeur de ça peut varier aussi entre les cultures, n'est-ce pas? Il y a certaines cultures dans le monde où ce n'est pas considéré comme approprié que les enfants regardent dans les yeux des adultes. Mais dans la culture où on est, en France, à La Réunion et en Suède, là, c'est considéré comme un comportement normal et désiré. Il existe un peu de recherche sur le développement du contact oculaire chez les enfants avec autisme. Par exemple, Fonger et Malotte ont montré dans une étude avec 3 enfants avec autisme, 3 petits enfants, que quand ils utilisaient la méthode qui s'appelle le façonnement, c'est très efficace pour
améliorer le contact oculaire chez ces enfants. Donc, l'analyse du comportement appliqué, en anglais, on l'appelle l'ABA, Applied Behavior Analysis. C'est quoi? C'est une science, ce n'est pas une méthode, mais c'est une science qui est utilisée pour comprendre pourquoi les comportements se produisent et pour améliorer systématiquement les comportements socialement importants. Donc, comme je disais, ce n'est pas une seule méthode, mais c'est la base scientifique pour plusieurs méthodes, plusieurs stratégies qu'on peut utiliser dans des contextes divers pour l'éducation en général, pour le sport, pour les organisations, mais aussi pour les enfants avec autisme. Donc, il existe des preuves scientifiques très solides pour les différents types d'interventions qui sont fondées sur l'ABA pour les enfants avec autisme. Et d'ailleurs, comme vous le savez peut-être déjà, l'ABA, c'est une approche qui est recommandée par l'autorité de santé française depuis 2012. Et dans une étude récente de 2020, on a collectionné les différentes pratiques qui sont fondées sur les preuves. Pour les enfants, les jeunes, les jeunes adultes avec autisme jusqu'à l'âge de 22 ans. Et là, c'est un grand nombre, c'est 28 différentes stratégies ou méthodes où on a trouvé suffisamment de preuves dans la recherche. Et nous n'allons pas parler de tout ça aujourd'hui, mais on va se focaliser sur deux de ces stratégies, ce qui s'appelle en anglais Naturalistic Intervention et Reinforcement. Donc, en français, c'est les interventions naturalistes et le renforcement. Donc, les interventions naturalistes, c'est quoi? C'est les interventions qu'on fait dans les activités ou les routines typiques dans l'environnement naturel, l'environnement où l'enfant est normalement. Par exemple, au domicile. Et quand on utilise les interventions naturalistes, la recherche montre que la généralisation des apprentissages est meilleure. On peut aussi constater que ça peut donner une bonne réduction de stress dans la famille. Si on compare avec les approches qui sont plus structurées et dans un environnement moins, dans un contexte moins naturel, disons. Donc, c'est utile d'utiliser cette approche de temps en temps. Et puis, le renforcement, en bref, on peut dire que c'est l'application d'une conséquence suivant un comportement. Et cette application va augmenter la probabilité que ce comportement va revenir dans le futur. Donc, il s'agit de donner des systèmes, des activités, des expériences plaisantes pour l'enfant comme conséquence après quelque chose qu'on veut que l'enfant continue à faire. Puis, une autre chose qui est pertinente pour ce qu'on va discuter, c'est la télécommunication ou la télésanté. Souvent, on voit un manque d'accès, globalement, dans plusieurs pays, on voit un manque d'accès aux interventions par spécialistes en ABA ou analystes de comportement de bonne qualité. Il y a certains endroits, certaines parties des États-Unis où on a beaucoup d'analyse du comportement, mais dans plusieurs pays, dans plusieurs régions, c'est un métier qui n'existe pas beaucoup.
Et puis, on a eu la situation sanitaire récemment que tout le monde connaît avec le COVID-19 qui a empêché beaucoup de contacts en direct entre les gens. Donc, utiliser la téléconsultation pour les interventions pour les enfants avec autisme, ça peut être une alternative, un compromis si on n'a pas la chance d'être sur place. Et il existe de la recherche qui montre ça, que ça peut être efficace aussi. Donc, ce que je vais vous expliquer un peu plus, c'est une étude récente sur le contact visuel chez les enfants avec autisme. Et ça, c'était une collaboration entre l'Université de Stockholm et une organisation qui s'appelle Behavior Momentum India, donc en Inde. Ça, c'est une association qui a 9 centres pour les interventions comportementales et pour les enfants avec autisme dans différentes régions en Inde. Et c'était une étude pilote, on peut dire, pour le thèse de doctorat que je suis en train de commencer. C'était supervisé par Dr. Smita Awasthi, qui est la directrice de Behavior Momentum India. Elle est aussi analyste de comportement. Et Dr. Lise Pettersson-Roll à l'Université de Stockholm. Elle aussi est analyste de comportement et éducatrice spécialisée. Et le but de cette étude, c'était d'examiner le façonnement du contact visuel dans un contexte de jeu social, avec des parents comme intervenants et les parents qui étaient formés et supervisés par la téléconsultation. Donc, dans les études précédentes, on ne voyait pas qu'on avait étudié le façonnement avec les parents comme intervenants et pas par la téléconsultation. Donc, c'était ça qu'on voulait examiner. Et les participants dans cette étude, ils étaient recrutés dans les centres de Behavior Momentum en Inde. Donc, on a trouvé 2 enfants. On peut appeler le premier enfant Asha. C'était une fille de 4 ans et 8 mois avec autisme. Selon ses parents, elle avait un contact visuel limité depuis longtemps, depuis l'âge de 2 ans ou 1 an et demi, comme ça. Et l'intervenant, pour elle, c'était la mère. Et puis, c'était un petit garçon, Ravi, 307 mois, aussi diagnostiqué avec l'autisme, Autism Spectrum Disorder en anglais, TSA en français, avec un contact visuel limité. Et pour lui, les intervenants étaient la mère et le père. Et l'environnement où ça s'était fait, pour Asha, c'était dans 3 activités préférées. Les bulles, et c'était la mère qui a soufflé les bulles. Et ça c'était dans le salon, dans leur appartement. Des fois, son petit frère était là aussi, ce qui rendait l'intervention un peu plus difficile, mais souvent, elle pouvait être seule avec sa mère. Et puis, c'était une balançoire dans l'aire de jeu, en dehors de la maison, avec d'autres enfants présents aussi. Donc, c'est un lieu moins structuré aussi. C'était la mère qui a poussé la balançoire. C'est ça ce qui est l'activité préférée de l'enfant. Et à l'aire de jeu, il y avait aussi une sorte de tourniquet qui était tourné par la mère, un grand tourniquet comme ça. Et l'enfant aimait bien de tourner. Donc ça, c'était les 3 activités d'achat. Et pour Ravi,
C'était aussi des bulles. C'était la mère qui était l'intervenant pour les bulles. Et ça, c'était fait sur le balcon de leur appartement. Et puis, il y avait deux activités avec son père. Se balancer, c'était le père qui les pris comme ça et tousser comme ça. Et puis de tourner un peu pareil, il était pris par son père et tourner comme ça, par le rond comme ça. C'est les activités qu'il aimait beaucoup. Et pour l'équipement technologique, ce qu'on a utilisé, c'était des téléphones portables des parents pour enregistrer des vidéos des activités. Et puis, on a utilisé des ordinateurs portables pour la communication entre le superviseur, donc moi, et les parents. Et les logiciels qu'on avait utilisés, c'était pour la communication écrite entre nous et pour la transmission de vidéos. C'était WhatsApp. WhatsApp était déjà utilisé dans l'organisation de Behavioral Momentum, donc c'était un logiciel qui était préféré par eux. Et pour transmettre des vidéos les plus larges, c'était WeTransfer. Et pour la formation et la supervision des parents, nous avons utilisé Zoom comme maintenant. Et puis, pour l'analyse plus précise des vidéos, nous avons utilisé une autre application qui s'appelle Coach's Eye, qui permet de voir plus en détail des vidéos, pour voir la durée beaucoup plus exactement, comme ça. Puis donc, les comportements qu'on avait évalués pour voir si l'intervention avait un effet, c'était le contact visuel. C'était divisé en 5 phases, 5 étapes d'apprentissage, donc que je vais bientôt expliquer. Puis, on a aussi mesuré la latence à contact visuel et on a aussi mesuré les signes de joie chez les enfants pour voir est-ce que l'intervention paraît socialement valide, est-ce que c'était amusant pour les enfants. C'est important que ça soit les interventions qu'on fait. Si c'est les interventions d'ABIA ou d'autres interventions, ça doit être amusant et plaisant pour tous les participants. Nous avons mesuré ce qu'on appelle l'accord interobservateur pour voir est-ce que les données qu'on avait prises étaient fiables. Donc, nous étions 2 observateurs qui ont regardé les vidéos avant et après l'intervention. Et puis, on a comparé les résultats qu'on a notés. Et pour le contact visuel, vous voyez que c'était 87% d'accord. Pour la latence de contact visuel, c'était 80%. C'était un peu plus compliqué parce que de compter les secondes exactes, ce n'était pas si facile de faire avec le même accord. Et pour les signes de joie, c'était un peu plus élevé, c'était 92%. Puis, on a aussi mesuré l'intégrité du traitement. Donc, ce qu'on voulait savoir, c'était est-ce que les parents avaient bien suivi la procédure qu'on voulait. Donc, j'ai donné aux parents une checklist et j'ai utilisé une checklist aussi pour regarder les vidéos et voir est-ce que les parents ont vraiment suivi ce qu'on avait convenu. Et vous voyez que les résultats n'étaient pas mal. La mère d'achat en moyenne, c'était 92%, et pour les parents de la vie, c'était presque 100%, ce que je trouve assez impressionnant. Donc, le plan expérimental utilisé, c'était un expériment de type cas unique, avec 2 enfants, donc, et on avait utilisé mesurer la ligne de base pour pouvoir prédire et vérifier les résultats. Je vais vous montrer plus tard dans les résultats.
comment ça marche. Et la procédure, donc, ça a commencé par une formation des parents par visio, où on a présenté qu'est-ce que c'est le contact visuel, et on a recherché les 3 activités de jeu préférées par l'enfant. On a parlé de comment utiliser ces jeux d'une manière efficace, les jeux qu'on appelle des renforçateurs. Puis les parents ont eu quelques jours pour pratiquer tout ça et je leur ai vu par Zoom pour donner le feedback. Et puis c'est la deuxième formation des parents où j'ai expliqué comment faire la ligne de base. Et je leur ai demandé aussi quels sont les signes de joie de votre enfant parce que ça doit être individualisé. Puis après la ligne de base, c'était une 3e formation des parents. Chaque formation, c'était environ 1 heure. Et là, j'expliquais l'intervention, le façonnement du contact visuel. Et puis après ça, c'était la supervision par visio régulière. C'était des séances d'à peu près 30 minutes où j'ai donné des retours sur les vidéos que les parents m'ont envoyées avant. Les vidéos courtes de 1 à 2 minutes où c'est l'activité d'apprentissage. Et puis, c'était un suivi où on a évalué pour les enfants le contact visuel, le signe de joie, comparé avec ce qui était mesuré avant l'intervention. Et pour les parents, on a aussi mesuré l'acceptabilité du traitement. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un peu les mêmes choses que les parents ont reçues, donc, mais rapidement. Donc, des renforçateurs, c'est quoi? On peut parler de différents types de renforçateurs. Par exemple, il y a des enfants qui aiment bien les tablettes, tous les écrans, ou les choses à manger, ou certaines activités. Et tout ça, tout ce que l'enfant aime et préfère peut être utilisé comme des renforçateurs dans l'enseignement. Cependant, il y a certains inconvénients avec certains types de renforçateurs. Par exemple, les items concrets. Si on donne à un enfant un jouet, comme par exemple la tablette, comme renforçateur, afin de pouvoir l'utiliser plusieurs fois, il faut le reprendre, n'est-ce pas? Il faut que l'enfant sache redonner le renforçateur. Et pour certains enfants, c'est facile, et pour d'autres, ça peut provoquer des crises. Et afin d'éviter ça, dans cette étude-là, on a cherché d'utiliser des renforçateurs qui n'ont pas besoin d'être repris pour faciliter, pour pouvoir inclure des enfants qui savent pas encore, qui n'ont pas encore la compétence de redonner un renforçateur. Et c'est des renforçateurs aussi, quand vous les parents, est nécessaire pour que le renforçateur continue. Et les activités, les renforçateurs qui sont plus renforçants avec le parent que sans le parent. Donc, on a cherché des activités qu'on fait ensemble, aussi pour stimuler l'interaction sociale en général chez les enfants, d'augmenter la valeur de l'interaction sociale. Donc, par exemple, ça pourrait être une chose comme ça, une sorte de balançoire. Ça, c'est pas l'enfant de l'étude, ça c'est pris de YouTube. Vous voyez, l'adulte est nécessaire pour que l'activité continue. L'enfant ne peut pas jouer sans l'aide de l'adulte. Ou là, c'est l'enfant qui se balance dans une couverture. Et c'est les adultes qui sont nécessaires pour que l'activité continue. Donc, c'est les renforçateurs de ce type-là qu'on a cherché. Donc, pour répéter, non-exemple, iPad,
voiture, poupée, balle, des choses qu'il faut retirer. Et ça, c'est aussi des choses que souvent, l'enfant est content d'être tout seul avec ces items-là. Donc, ça n'augmente pas l'interaction sociale si facilement. Donc, on a préféré des choses comme balançoire, trampoline. Si l'enfant préfère être sur le trampoline avec quelqu'un d'autre, s'il préfère être là tout seul, dans ce cas-là, on n'a pas choisi. Chanter, peut-être que l'enfant aime que l'adulte, le parent chante, ça pourrait être une activité renforçante pour l'enfant. Ou des jeux physiques comme le chatouille, trap-trap, ou des bulles, comme j'ai montré qu'il y a des enfants qui préféraient ça. C'est l'adulte qui gère, qui a la bouteille de bulles et qui souffle. On pourrait considérer aussi les aliments comme des choses qui n'ont pas besoin d'être repris. N'est-ce pas? On donne un raisin et l'enfant le consomme, mais on ne reprend pas. Donc, ça a la même qualité comme ça, mais les aliments ont aussi certains inconvénients, n'est-ce pas? On risque les troubles dentaires et le surpoids si on utilise trop les renforçants alimentaires. Donc, dans cette étude-là, on voulait éviter ça. Donc, autre type de renforçateur. Puis, autre principe, c'est de faire utiliser le renforcement d'une manière efficace. Donc, un concept qu'on utilise, c'est en anglais des shaping loops. Donc, en français, des boucles de renforçateurs. Et l'objectif, c'était que le parent sache bien commencer le renforcement et l'arrêter, de bien contrôler l'activité, de donner le renforçateur rapidement afin de pouvoir renforcer le comportement exact qu'on voulait. Vous voyez surtout avec un comportement comme le contact visuel, c'est un comportement qui peut être très, très rapide. Donc, si on n'est pas rapide avec le renforçateur, on risque de rater la chance de renforcer le bon comportement. Alors, comment faire les boucles de renforçateurs? Donc, le parent s'engage dans l'activité pendant quelques secondes, pas trop longtemps, mais suffisamment de temps pour que l'enfant s'amuse bien et que l'enfant est content. Et puis, on fait un arrêt, bref, maximum 1 seconde, et puis on continue. Donc, si c'est le chatouille, on commence, on fait stop, puis chatouille, on continue. Stop, chatouille, on continue. Juste pour voir si le parent peut bien contrôler la situation. Et puis, ça continue comme ça, des boucles. Et aussi, on a décidé que les parents doivent livrer le renforçateur d'une manière qui rend probable que l'enfant fait face à votre direction. Donc, il faut être en face de l'enfant ou de côté, pas derrière l'enfant quand on commence l'activité. Et puis, on répète entre 3 et 5 fois avec le même renforçateur. Si c'est un comportement problème, dans la séance, on termine. Et comment est-ce qu'on termine? Il vaut mieux terminer sur une note positive pendant que c'est encore amusant. Donc, on ne veut pas beaucoup de troubles de comportement. Il vaut mieux faire une séance courte et réussie. Et c'est aussi bien de planifier avant comment rediriger l'enfant vers quelque chose d'autre. Parce que si l'enfant aime beaucoup de faire l'activité de chatouille, par exemple, si on arrête, on risque une crise parce que l'enfant peut continuer. Dans ce cas-là, c'est bien d'avoir quelque chose d'autre à offrir.
Donc, ça doit être planifié à l'avance. Par exemple, on fait des chatouilles, 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 et puis bulle. Et là, on avait une checklist précise pour ça, et c'est ce que je viens d'expliquer, donc je ne vais pas aller dans les détails ici. Donc, on a parlé de renforcement efficace, et puis nous avions une procédure de ligne de base pour voir quel était le niveau de contact visuel avant qu'on commence le vrai entraînement. Donc, la procédure de ligne basse, c'est que le parent donne d'abord le renforçateur, fait l'activité 3 fois consécutive avec des pauses très brèves, juste faire, refaire, refaire, et puis le parent arrête et attend pendant 5 secondes. Donc, il fallait compter silencieusement jusqu'à 5 secondes. Et après 5 secondes, le parent répétait la boucle de renforçateur encore entre 3 et 5 fois. Et puis, on redirige vers ce autre renforçateur. Donc, ça, c'était une séance de ligne de base. Et pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Puis, on voulait voir qu'est-ce qui s'est passé dans la pause. Si on arrête l'activité préférée, que fait l'enfant? Est-ce que l'enfant regarde vers l'adulte, vers le cœur, vers le visage, dans les yeux? Si l'enfant regardait dans les yeux, on aurait pensé que là, on n'a pas besoin de cette intervention parce que l'enfant sait déjà bien regarder dans les yeux dans ce contexte. Donc, c'est ça qu'on voulait vérifier avant de commencer l'intervention. Et ça, c'est juste le protocole, le checklist de ligne de base. Puis, comme je viens de vous dire, on avait aussi une mesure pour les indicateurs de joie. Donc, j'ai demandé aux parents comment votre enfant montre-t-il la joie. Et ça doit être les comportements individualisés propres à l'enfant. Ici, par exemple, l'un des enfants, c'était on voit qu'il sourit, qu'il chante ou qu'il commence à sauter. Ça, c'était des signes de joie selon les parents. Donc, ça, on a aussi observé pendant la séance pour voir est-ce qu'on voit ça, est-ce qu'on voit si ça augmente ou si ça diminue. Si on voit très peu de signes de joie, peut-être on n'est pas sur la bonne route. Donc, après la ligne de base, on a fait l'intervention. Donc, l'entraînement de contact visuel. Il s'agit de façonner le contact visuel. L'objectif final, c'était qu'on a une situation où le renforçateur, ici c'est le jeu trap-trap, on fait un peu et puis on arrête et on attend ce que fait l'enfant et l'entend dans le contact visuel pendant 2 secondes. Ça, c'était l'objectif final. Et comme renforçateur de ce contact visuel, l'activité continue. Et pour arriver là, voici la procédure. Donc, le façonnement, c'est une manière d'utiliser le renforcement positif. Et pour le façonnement, ce qui est bien, c'est qu'on peut commencer par quelque chose que l'enfant peut déjà faire. Donc, et puis, on recherche progressivement plus de comportements. Peut-être on commence avec juste de renforcer le mouvement du tête. Et puis, quand on voit que l'enfant bouge la tête dans la direction des parents, on renforce le mouvement des yeux. Et puis, que les yeux sont vraiment vers le corps, le visage et les yeux des parents. Et c'est important d'être rapide avec le renforcement. Donc, immédiatement après le comportement, si c'est un mouvement de tête ou si c'est vraiment le contact oculaire, il faut recommencer l'activité.
Et lors du façonnement du contact visuel, nous avons dit aux parents de ne guide pas. Donc, ça veut dire, pour le contact visuel, souvent dans les apprentissages, on essaye de guider. Peut-être on montre à l'enfant comme ça, regarde-moi, on se met très proche à l'enfant pour faciliter ça. Ça, on ne voulait pas utiliser ici. Pourquoi pas? Parce que si on ajoute une guidance, il faut l'estomper, il faut l'enlever après. Et ça, des fois, ça marche, mais des fois, ça peut être très compliqué. Donc, si on peut faire l'apprentissage sans guidance, ça sera plus stable et plus efficace. Et on n'aura pas besoin de enlever ça après. Donc, c'était une des principes pour notre étude. Donc, le parent s'engage dans l'activité renforçante, on arrête et on attend l'initiative de l'enfant, ce que l'enfant fait avec ses yeux, et puis immédiatement, on dit le nom de l'activité, peut-être pouce pour le balanceur, et on continue pendant 2 à 10 secondes. Et si l'enfant ne fait rien, dans les 5 secondes, on termine la séance. On attend maximum 5 secondes. Là. Donc, comme je disais, on faisait des 5 étapes différentes de façonnement. Donc, d'abord, on voulait voir que l'enfant juste regarde vers le corps de l'adulte. C'est suffisamment de regarder n'importe où vers le corps. Et quand c'était stable, la prochaine étape, c'était que l'enfant regardait vers le visage. Pas juste les yeux, mais tout sur le visage, c'était acceptable. Puis, un contact visuel dans les yeux, de n'importe quelle durée. Ça peut être très, très rapide. Puis, 4e étape, et puis on avait des micro-étapes entre ça aussi, qui étaient détaillées dans un protocole plus spécifique qu'on n'a pas le temps de discuter aujourd'hui. Puis, 4e, oui, le 3e, c'était le contact visuel toute durée. Et puis, nous avons commencé de façonner le temps, la durée, de 1 seconde jusqu'à 2 secondes. Pour moi, c'était le but. Puis on va voir quels étaient les résultats. Ici, un peu plus spécifiquement, l'étape 1, les yeux vers le corps. Premier essai, on a renforcé 1 fois tout mouvement du visage vers le corps de l'adulte. Et on avait une sorte d'étendue de façonnement, ce qui veut dire qu'il y avait plusieurs micro-étapes dans cette étape-là. Ça pourrait être juste tourner la tête comme ça, pour être renforcé, jusqu'à regard droit vers le corps de l'adulte. Et on passe à l'étape suivante, quand l'enfant, dans la même séance, a montré qu'il a les yeux vers le corps de l'adulte. 5 fois de suite. Puis, pour les yeux vers le visage, l'étendue, c'était entre regard le haut du corps jusqu'à regard le visage. Tout ça a été renforcé. Tous les essais si l'enfant regarde là, ou là, ou là, ou là, tout c'était acceptable. Mais on a attendu jusqu'à ce que l'enfant regarde le visage 5 fois de suite. Quelque part ici. Le visage. Quand ça, c'était acquis, on est allé à la prochaine étape. Et là, pour le contact visuel toute durée, on a commencé par renforcer ce qui était de l'étape précédente 1 fois. Et puis, ce qu'on a renforcé, c'était le comportement de regarder n'importe où sur le visage jusqu'aux yeux.
des parents. Et quand l'enfant avait fait le contact visuel, selon les parents et selon les vidéos qu'on a vues, de regarder juste dans les yeux, 5 fois de suite dans la même séance, on a continué par la prochaine étape, qui était 1 seconde. Et là, on a essayé de façonner petit à petit la durée. Et quand c'était 1 seconde, 5 fois d'affilée, c'était la prochaine étape. Et ici, bien sûr, c'était difficile d'être exact. C'est pour ça qu'on a utilisé la vidéo et l'application Coach's Eye. Moi, j'ai vu, essayer de voir est-ce que c'est 1 seconde ou c'est 0,8 secondes. Juste parce que c'est de la recherche, on voulait être très précis. C'était un challenge. La dernière étape, c'était 2 secondes. Le contact visuel. C'est aussi important quand on fait le façonnement d'avoir le bon rythme, parce que si on va trop vite dans les étapes, qu'est-ce qu'on peut risquer? Oui, on risque que l'enfant peut essayer et faire des erreurs. On risque que l'enfant nous laisse, qu'il parle, ou peut-être que l'enfant va présenter un comportement problématique. Donc, il faut être soigneux de ne pas se méfier, de ne pas aller trop rapidement dans la progression. Mais il ne faut pas aller trop lentement non plus, n'est-ce pas? Parce que si on va trop lentement, on risque que l'enfant reste sur le même niveau trop longtemps et répète le même comportement. Et ça devient difficile de passer à la prochaine étape. OK. Donc, la durée de l'intervention pour Asha, c'était en total à peu près 1 heure, 60 minutes de façonnement. Donc, c'est pas beaucoup. Mais vous voyez que c'était 221 essais séparés en 56 séances. Donc, chaque séance, c'était à peu près 1 minute. C'était pendant une période de 19 jours. Donc, c'était à peu près 2 ou 3 séances par jour. C'est ce que j'avais recommandé aussi pour les 3 activités. Fait chaque activité entre 1 et 3 fois maximum par jour. Aussi, pour que l'enfant ne s'ennuie pas, il faut essayer de garder la motivation pour l'activité. Donc, si on va faire la même activité peut-être 10 fois pendant la journée, peut-être c'est trop. Le lendemain, l'enfant sera plus intéressé. Donc, il faut garder la valeur des activités aussi. Pour Ravi, c'était un peu plus long. C'était 100 minutes de façonnement, 500 essais, à peu près 95 séances avec ses parents, dans une période de 26 jours. Et c'était différent. La durée était différente par des courses différentes personnelles. Donc, on aurait pu peut-être continuer plus longtemps, mais ce n'était pas possible. Donc, pour les résultats, ici, si je peux vous expliquer, on ne peut pas. Christelle, je ne sais pas si on peut voir, on ne peut pas voir le souris, hein? Non? Peut-être je peux montrer. Je vais essayer d'expliquer. Non? Parce que des fois, ça se voit comme ça. Mais c'est des graphes ici, et à gauche, sur l'axe comme ça, vous voyez les différentes phases de façonnement, de 1 à 5. Et puis, c'est le temps qui passe, comme ça. Premièrement, pour Asha, c'était les bulles. Et on peut voir que les ronds noirs, là, c'est le contact oculaire. Donc, c'était 5 séances de ligne de base.
Et dans 4 séances, il y avait 0 contact oculaire. En une séance, c'était un contact visuel bref. Et puis les triangles, ça c'est la latence à contact oculaire. Donc s'il y a 0 de contact, c'est 5 secondes de latence. Et ici, pour le contact oculaire bref, c'était 1 seconde de latence. Pour le balançoire, elle se dirigeait un petit peu vers l'adulte. Il a bougé la tête comme ça, mais pas de contact visuel clair. C'était niveau 1. Et puis c'était 0. Et puis c'était niveau 1. Donc c'était assez stable aussi. Niveau faible de contact oculaire. Et pour le tourniquet, c'était un peu plus variable. Une fois, elle a fait un contact visuel très rapide. Mais la plupart des séances de ligne de base, c'était un niveau très limité de contact visuel. Donc, après l'intervention, donc après 19 jours d'intervention, on a fait le suivi pour les bulles. Vous voyez là que dans les 3 séances de suivi, elle a fait d'abord un contact visuel de bref, et puis d'1 seconde. Et puis encore un contact bref, contact oculaire. Donc ça, c'était de bons résultats. Le contact oculaire pour les bulles. Et pour la balançoire, c'était 2 séances sur 3. Elle a montré le contact oculaire. Le 3e, c'était plus limité et avec une latence longue. Mais si on compare avec la ligne de base, on voit quand même une bonne tendance. Pour le tourniquet, c'était moins clair. Et on a aussi constaté que le tourniquet, que le maman a dû tourner comme ça, c'était très lourd pour la maman. Il y a plein d'autres enfants autour qui ont perturbé la situation. Et c'était difficile de vraiment utiliser ça d'une manière efficace, de le commencer suffisamment rapide pour que l'enfant vraiment aime ça. C'est l'explication que c'était moins de succès. Pour Ravi, pour les bulles, vous voyez qu'il y avait presque 0 contact oculaire avant l'intervention. Pour tourner avec le père, c'était aussi près de 0. Il se dirigeait un peu comme ça avec la tête, mais pas de contact visuel. Pour se balancer avec le père, c'était aussi 3 séances sur 4, il y avait très peu de contact visuel. Dans une séance, c'était un contact visuel bref. Mais la tendance était qu'il y avait très peu. Donc, le suivi pour les bulles, là, c'était un peu varié. 2 séances sur 3, il a montré un contact visuel bref avec la mère. Une fois, pas du tout. Les bulles aussi, il faut dire qu'au début de l'intervention, il aimait beaucoup les bulles, mais il paraît que la motivation a diminué un peu quand on a continué l'intervention. Par contre, pour tourner, on a vu des résultats super réussis. Vous voyez que dans le suivi, toutes les 3 séances, il a fait un contact oculaire minimum 2 secondes pour faire continuer cette activité. Et la même chose pour se balancer avec le père. Donc, dans ces deux situations-là, c'était une augmentation très, très claire du contact visuel. Comme je disais, on avait aussi les signes de joie qu'on mesure. Et là, désolé, c'est en anglais, mais le pourcentage d'intervalle avec les indicateurs de joie pour achat, en ligne de base, c'était 63%. Et en suivi, en moyenne, c'était 77%. Donc, on voit que ça n'a clairement pas diminué
Donc, il paraît qu'elle a bien voulu participer à ces activités-là. Et pour Ravi, c'était le nombre de signes de joie dans la ligne de base, c'était déjà de niveau assez élevé, c'était presque 90%. Et après l'intervention, ça avait augmenté un petit peu. Donc, pour lui aussi, il paraît que ça, c'était une intervention plaisante. Et c'était pas... donc, il a bien aimé de participer dans l'apprentissage. Puis, dernièrement, pour l'acceptabilité du traitement, nous avons donné une enquête, une auto-évaluation aux parents, et les réponses pourraient être notées d'une échelle de notes entre 1 point et 7 points maximum. Donc, les questions étaient les suivantes. C'était cette question. Oups. Dans quelle mesure votre compréhension de ce traitement est-elle claire? Tous les parents ont donné 7 points. Dans quelle mesure avez-vous trouvé le traitement acceptable par rapport à vos préoccupations concernant les difficultés de contact visuel de votre enfant? Là aussi, ils ont dit oui, complètement. Quelle a été l'efficacité de ce traitement pour votre enfant? Ça aussi, des notes élevées. Ce n'était pas le maximum. Et vous avez vu aussi que, parce que ça varie un peu entre les enfants et entre les activités. Mais en général, très positif. Puis, dans quelle mesure pensez-vous qu'il pourrait y avoir des inconvénients à suivre ce traitement? C'était 0. Pas d'inconvénients selon les parents. Et dans quelle mesure ce traitement s'intègre-t-il dans la routine familiale? Ça, c'est aussi une question importante pour voir est-ce que les parents peuvent continuer de faire quelque chose comme ça ou est-ce que ça va trop perturber le reste de la famille. Et là, c'était assez haut aussi. Je pense que c'était la fille, comme je disais, elle avait un petit frère. Et pour lui, pour les parents, c'était un peu compliqué aussi de faire le planning pour qu'ils ne soient pas là tous les deux en même temps. Et puis, dernièrement, on a demandé quelle a été l'efficacité de la vidéoconférence comme moyen de formation, donc la télécommunication. Et les parents étaient très contents de ça. Pareil. Donc, les limites de cette étude, on peut dire que la sélection des participants était un peu limitée. Tous les deux enfants avaient des parents avec des niveaux d'éducation élevés, niveau master. Et peut-être pour les parents avec un niveau de formation différent, on n'aurait pas eu les mêmes résultats, on ne sait pas. Et aussi pour le plan expérimental, la durée de l'intervention est un peu limitée. Si on avait continué plus longtemps, peut-être aussi, ça aurait montré différentes choses. Donc, dans les études futures, on pourrait faire les mesures de ligne basse plus étendues et peut-être mettre en œuvre l'intervention sur une période plus longue. Alors, pour conclure, c'était une étude pilote. C'est une étude qui n'est pas publiée dans un journal scientifique. Peut-être dans l'avenir, ça sera publié, on ne sait pas. Mais on peut quand même dire que l'étude suggère que le façonnement sans guidance, mis en œuvre par les parents, formés et supervisés par la téléconsultation, ça peut entraîner une amélioration socialement significative du contact visuel chez les enfants d'âge préscolaire avec autisme. Et on peut dire que la validité sociale élevée, qu'on vient de voir, mesurée par les auto-évaluations des parents et pour les indices de joie chez les enfants, ça c'est particulièrement encourageant parce que ça indique que l'intervention peut avoir contribué à une meilleure qualité de vie des participants. Et ça, c'est l'objectif, l'objectif le plus important pour les interventions qu'on fait.
dans l'analyse du comportement. On veut contribuer à une meilleure qualité de vie. Ça, c'est notre but. Merci de votre attention. Je ne sais pas si on a le temps de questions. On continue? Alors, nous avons quelques questions de l'audience. Est-ce que, effectivement, on a vu que les interventions ont été faites avec les parents. Oui. Est-ce que l'idée serait peut-être, par la suite, sur une prochaine étude, de généraliser, peut-être avec les frères et sœurs ou avec les copains d'école, avec des enfants du même âge? Oui, de généraliser, de faire une activité similaire, mais avec un autre enfant. Oui, dans l'idée où peut-être qu'avec le parent, c'est déjà quelque chose de plus facile pour l'enfant, avec l'expérience qu'il a avec son parent. Si on cherche à développer l'interaction sociale pour les enfants, voilà. Oui, ça pourrait être une idée. C'est pas qu'on n'a pas encore planifié une étude de ce type-là, mais ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être un peu plus difficile de donner des instructions aux enfants, mais je pense que ça serait faisable aussi. Oui, c'est une bonne question. Nous avons une deuxième question. Est-ce que les résultats qui sont donnés à la fin, de savoir que certaines activités permettent le contact oculaire plus facilement, ou en tout cas plus long, est-ce que ça serait en lien avec la préférence de l'activité pour l'enfant? Il y avait 3 activités par enfant. Dans ces 3 activités, il y a peut-être des activités encore plus préférées. Est-ce que ça a été mesuré ou pas? Est-ce que le lien entre la préférence de l'activité, est-ce que c'est corrélé avec plus longtemps l'enfant regarde, oui, avec l'activité plus préférée? Oui, ça aussi, c'est une bonne question, bien sûr. Ça n'a pas été mesuré d'une façon structurée. Okay. C'est plutôt notre expérience, ce qu'on a conclu qu'il paraissait que les activités les plus préférées, c'est celles où on avait eu le meilleur succès. C'était visible, mais ce n'était pas mesuré d'une manière scientifique. Une autre hypothèse, c'est que les activités où on a moins d'items, moins d'objets qui sont là, peut-être qu'ils sont plus efficaces. Parce que où on a eu le meilleur résultat, c'était le jeu avec le père, où on avait utilisé rien d'autre que son corps. C'était juste un jeu physique, sans des bulles ou une balançoire en dehors, comme ça. Donc peut-être c'est favorable d'utiliser le jeu social et physique. D'autres commentaires ou questions? Merci beaucoup. Merci.